Et toi, tu t'es fait connaître sur les réseaux avec le Juji Gatame, le Avec fameux. le. Non, en vrai de vrai, j'étais déjà genre présent sur les réseaux avant ça, Ouais. mais les Juju Gatame, genre les clés de bracelet, c'est ce qui m'a fait péter mes followers sur Instagram grâce aux Reels, hein. Les Reels avec les Juju à voler, ça m'a fait prendre 100 000 abonnés. Ouais, mais c'est des. Au-delà de ça, c'est quoi? C'est des centaines. Au total, cumulé, c'est des centaines de millions de vues, non? Ouais, ouais, des centaines de millions. Fouf. J'ai une vidéo qui a fait 50 millions, 30 millions, 20 millions, 10 millions. Je crois au total, ouais, je suis à plus de 100 millions de vues, hein. Ah, c'est une folie. Et tu sais, c'est pas que des francophones, du coup, c'est vraiment. Non, mais c'est même plus des Brésiliens que des francophones. Genre, quand je vais dans mes statistiques Instagram, je suis plus suivi au Brésil qu'en France et en Belgique, par exemple. Genre, 50% de mes abonnés viennent du Brésil, 10% du Maroc, 10% de l'Algérie, 20% de France, je crois, et encore une 10% de Belgique, tu vois. Non, c'est une folie. Bah, on va en parler. Mais du coup, ouais, toi, t'as commencé le JJB quand? Moi, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien il y a de ça maintenant 5 ans, hein. J'ai commencé en janvier 2020 en voulant commencer le MMA comme tout le monde. Et finalement, je suis tombé amoureux du sport qui est le jiu-jitsu brésilien. Tu faisais un peu de boxe, tout ça avant, si j'ai bien En compris, fait, c'est moi, ça? dans ma jeunesse, j'ai fait de la boxe, tu vois. De mes 12 à mes 16 ans, j'ai fait de la boxe thaï. Du coup, j'avais déjà un peu du striking, etc. Moi, dans ma tête, je pensais que j'étais un gars fort. Tu vois, je me suis dit, je suis un gars chaud. S'il y a quelque chose dans la rue, je serais me débrouiller, tu vois. Jusqu'au jour où je me suis inscrit au MMA. En fait, j'étais intéressé, tu vois, j'ai regardé les combats à l'UFC et tout. J'ai tapé sur Google, sur Google très simple, Bruxelles MMA. J'étais à la première salle que j'ai trouvée. J'ai commencé à faire tous les sports parce que la salle où je m'entraîne, il y a tout. Genre, il y a boxe anglaise, boxe thaï, JB, lutte, judo. Je faisais un peu de tout. Et quand fallait faire les sparring en MMA, dès que ça arrivait au sol, je me faisais maltraiter. Alors pourtant, debout, ça allait bien, tu vois. J'arrivais à bien gérer les striking. Moi, au sol, je me suis martyrisé. Donc, je dis, bon, je vais aller au jiu-jitsu brésilien un peu plus souvent. Et là, j'ai accroché directement avec le coach, avec les gars là-bas, avec l'entraînement. J'ai vu que j'avais un petit talent dans le jiu-jitsu. Donc, au final, j'ai mis tout de côté et je me suis focalisé que sur l'entraînement du jiu-jitsu. Et c'est quoi qui t'a fait aimer ça plus que le reste? En fait, je veux dire, pour être honnête à 100%, ce qui m'a fait aimer ça, c'est que j'ai vu que j'étais bon dedans directement. Ouais. Tu vois, dès mes débuts au jiu-jitsu brésilien, j'avais une certaine facilité. Genre, ça se passait bien. Genre, durant les combats et tout, je me faisais pas maltraiter au début directement. Genre, j'arrivais à m'en sortir, à me débrouiller. Du coup, je prenais du plaisir à aller à l'entraînement. Hmm. C'est quoi ton club en Belgique? C'est le Shox. Shox? C'est la plus grande salle d'entraînement de sport de combat en Europe. Ok. Et Il c'est y à a, il y Bruxelles? a 5000 m² dédiés au sport de combat. Ok. T'as des créneaux tous les jours, matin et soir. Et c'est dans Bruxelles? C'est dans Bruxelles, ouais, c'est à Molenbeek. Ok, ok, cool. Et donc, du coup, la boxe, tu faisais là-bas aussi. Enfin, t'as commencé tout là-bas, quoi. Ouais, quand j'ai commencé, je faisais tout là-bas. Je me rappelle, mardi matin, jeudi matin, j'allais à la boxe anglaise. Mercredi matin, j'allais à la boxe thaï. Le soir, j'allais au jiu-jitsu. Ça, c'est vraiment quand je te parle vraiment, genre janvier 2020, quand je venais de commencer, quand je venais de payer mon abonnement. Mais après, j'ai fait 3 mois d'entraînement. Puis il y a le confinement qui est tombé. Et quand le confinement s'est arrêté, qu'on avait repris l'entraînement, je venais que au jiu-jitsu. Donc je venais tous les jours à l'entraînement, mais que au jiu-jitsu. Je boxais plus, rien du tout, je faisais plus rien d'autre, je faisais que du jiu-jitsu. Et quand est-ce que t'as commencé à créer du contenu, du coup, à avoir l'envie de faire Bon, ça? moi, je me rappelle très bien, ma première vidéo sur Instagram, c'était en juin 2022. C'était du coup un ami à moi qui m'avait fait un highlight d'une compétition de JB Nogi en grappling. Et l'highlight, il avait directement fait parler parce que j'avais fait des beaux combats, j'avais fait des soumissions et tout. J'avais partagé ce highlight du coup sur Instagram et ça a bien fonctionné. Après ça, j'ai continué à faire des compétitions, à faire à chaque fois des highlights. Au début, c'était highlight sur Instagram, jusqu'à ce qu'on m'a proposé du coup un combat d'MMA en novembre 2022. Et c'est là où j'ai fait un vlog. Je me suis dit, en vérité, viens, on fait un vlog. J'ai vlogué mon combat d'MMA. En même temps, je faisais des tweets. En même temps, je partageais mes combats sur Twitter. Donc, ils avaient une petite commu qui montait sur Twitter, tu vois. 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés, 4000 abonnés sur Twitter. Pour commencer sur Twitter, normalement, c'est dur un peu de monter, tu vois. Hmm. Et du coup, j'ai fait mon premier combat d'MMA. J'ai partagé mon premier combat d'MMA. Et ça a pété sur Twitter. Je suis monté, je crois, directement à 10 000 abonnés. Parce que j'avais fait genre un triangle volé en combat d'MMA. J'avais fait une soumission en 40 secondes. Ça avait fait des millions de vues. Et puis j'ai sorti mon vlog sur YouTube. Et mon vlog sur YouTube aussi a bien marché. Première vidéo sur YouTube, je crois, elle avait directement atteint les 20 000 vues. Aujourd'hui, elle est à 50 000 vues. Et du coup, vu que ça a bien marché, j'ai continué à faire des vidéos YouTube. J'ai continué à partager mes compétitions, mes combats sur Instagram, sur Twitter. Et là maintenant, je me lance sur Twitch carrément, donc rien à voir. Ouais, bah, Trois c'est ans bien, c'est après. bien, c'est bien. Après, c'est comme ça que tu as eu l'idée du coup, de faire des stages, comme on disait tout à l'heure. Exactement. En fait, non. Comment m'est venue l'idée de faire un stage?
c'est que moi, j'ai été participer à une compétition au Brésil en septembre 2023, le championnat brésilien en grappling. Et Mhm. là-bas, j'ai rencontré Nicolas Renier. Je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, j'ai Mm. rencontré Nicolas Renier là-bas. Il m'a dit, et lui, il avait vu mes vidéos sur YouTube et tout, tu vois. Donc, il est passé, j'avais fait une belle performance ce jour-là. Il est venu me féliciter. Et il m'a dit, ouais, alors à Rio, parce que lui, il habite à Rio. Il m'a dit, alors, ça se passe comment et tout. Je lui ai dit, ouais, on a visité tous les centres commerciaux. Il m'a dit, à part les centres commerciaux, je dis, ben, on n'a rien visité. Il a dit, les gars, vous êtes à Rio, dans une des plus belles villes du monde, vous avez rien visité, comment c'est possible? Du coup, on s'est échangé les numéros. Il a dit, lendemain, on se capte et je vous fais visiter un truc à Rio. Il nous a fait visiter le pain de sucre et c'était magnifique. Genre, en un jour, il nous a rendu le séjour mieux que toute une semaine. Ouais. Et après, il me parlait, il me disait que lui, il organisait des stages au Brésil. Et il m'a proposé de venir avec lui en stage en février. Et que moi, je partageais du coup son stage à ma communauté. Et que si je pouvais ramener des gens, on pouvait s'arranger, tu vois, si moi je ramène des gens à son stage, etc. Finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai ramené 16 personnes avec moi à son stage à lui. On a passé un séjour de folie. Et du coup, 4 mois plus tard, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas, je me lance moi aussi. Je fais mon stage au Brésil. Je connais l'endroit maintenant. Je sais comment ça se passe, etc. J'ai les contacts. Et du coup, j'ai organisé mon propre stage au Brésil. Mon premier stage au Brésil, c'était l'année passée, du coup, en juin 2024. Ok, il y a un an. Un Il y peu a, plus il y a d'un un an. an. Oui, Un il y a an. même moins d'un an. Un peu moins d'un an, ouais. Ouais, 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 Ok. il y a moins d'un an. Du coup, en fait, c'est grâce à Nicolas Renier que j'ai appris comment faire. Et au jour d'aujourd'hui, je me suis même fait des stages au Maroc, tu vois. Je Ouais. me suis dit, en vérité, en fait, c'est un truc de dingue. Tu pars en vacances avec des gars, tu t'entraînes, tu passes un bon séjour, tu manges bien, tu vois. En fait, c'est révolutionnaire. Mais tu sais que moi j'ai l'impression que. Bah, en plus, tu vas pas me donner ton avis parce que tu as fait un peu de MMA et de boxe avant, mais je trouve que le JJB, c'est le sport de combat le plus collectif qui C'est existe. exactement ça. En fait, tu vois, les clubs JP, c'est comme des familles, on dit souvent, tu vois. Parce que c'est pas. En fait, on s'entend bien, on rigole, tu vois, on part en compétition ensemble. C'est un peu un esprit différent que la boxe. C'est pas pour moi. Oui, c'est quoi ça? Je sais pas, ça doit être le. Je crois que t'as fait ça peut-être. T'as fait. Je disais, tu vois, au Ouais. Jiu-Jitsu, on est grave. En fait, c'est grave copain-copine, t'as vu? Quand on est en entraînement, on s'entend bien, etc. Il y a un esprit familial que des fois, il n'y a pas la même chose à la boxe, ou tu vois, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est ça, ouais. Et alors du coup, quand t'es allé à Rio la première fois, bah, déjà tu vas où t'entraîner quand c'est comme ça? Quand je pars à Rio, au jour d'aujourd'hui, maintenant, je m'entraîne chez Carson Gracie-Lémé parce que j'ai un compte, je me suis lié d'amitié avec un gars là-bas et aussi à Fernando Tereré. Tereré, c'est une légende du jiu-jitsu brésilien, il a ouvert son club et les gars qui s'entraînent là-bas, je me suis aussi lié d'amitié avec eux. Donc quand je pars au Brésil, je m'entraîne dans leur club à eux et aussi avec Felipe Nascimento. Felipe Nascimento, c'est un gars que j'ai rencontré la toute première fois que j'étais à Rio parce qu'il était venu me coacher à la compétition. Je me suis aussi lié d'amitié avec lui. Et du coup, c'est les trois salles principales où on va s'entraîner. Carson Gracie Lemay, Fernando Terrere et Felipe Nascimento. Et c'est trois clubs complètement différents. Carson Gracie Lemay, c'est un club un peu, pas bourgeois, mais dans un quartier chic, un grand espace de tatami, un truc propre, tu vois, un truc où c'est pas un projet social. Pour aller s'entraîner, il faut payer, tu vois, mettre un bon prix, etc. Fernando Terrere, projet social. Vraiment un projet pour les enfants, tu vois. C'est un petit ami, les gens sont l'un sur les autres. Et puis, tu as Felipe Nascimento, c'est encore moins, c'est vraiment à la favela, c'est loin. Donc, quand je vais au Brésil, ça permet d'entraîner dans des cadres différents, en gros. Ok, c'est cool. Là, t'as vraiment les trois scopes quoi J'ai les du. trois scopes. Et puis, j'ai encore aussi un autre club dans la favela de Tabajara. Là-bas, c'est en grappling. C'est aussi un projet social où les enfants s'entraînent en nogi. Et il y a un gars, Johnson Texera. Mais donc, lui, je l'ai rencontré grâce à Nicolas Renier. C'est un bon gars. Et des fois, on va là-bas parce que les enfants là-bas, dans la favela, ils n'ont pas les moyens. Ils sont. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est que les gars, on va là-bas, on leur offre quelques petits fournitures, des bonbons, etc. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de pouvoir avoir ça. Donc, on va dire, c'est que là, quand je pars en stage, c'est dans ces quatre clubs-là où on part s'entraîner. Ok. Et ça ressemble à quoi les entraînements là-bas? C'est quoi les différences par rapport en Europe? Il n'y a pas spécialement des grandes différences par rapport en Europe, hein, en vrai de vrai. Parce que quand je réfléchis, ça a tous la même chose. Tu commences l'entraînement, un court échauffement. Au Brésil, c'est vraiment un court échauffement, maximum 10 minutes. Ensuite, il y a le professeur qui va venir montrer une technique. Mhm. Donc, il va venir montrer une technique, il se met au milieu, il montre une technique. Tout le monde fait la technique. Et après, une fois que tout le monde a répété la technique du jour, sparring, donc combat. Donc, partout au Brésil, ils font comme ça, en tout cas dans les clubs commerciaux où j'ai été moi. Et même chez moi au club à Bruxelles, on fait de la même façon. Ok. C'est pas plus dur, plus tranquille, c'est. Ça dépend. Parce qu'en fait, au Brésil, il y a les clubs comme ça, il y a les clubs très compétiteurs, mais en Fernando Terré, ils ont trois.
horaires par jour. Il y a 9 heures du matin, 16 heures et 20 heures. À 16 heures, ça va être fort compétiteur, tu vois. T'as tous les compétiteurs qui vont venir et ça se roule dessus, tu vois. C'est t'arrives, bonjour, bonjour, petit échauffement, sparring, tu vois. Ils combattent. Le matin, ça va être plus basé sur la technique peut-être, et le soir, ça va être entre les deux, donc technique, sparring. Ok. Et les gens là-bas, ils s'entraînent. Enfin, je sais pas, c'est dans la culture des En Brésiliens de fait, dans, dans s'entraîner les, en. dans chaque club, t'as tout. T'as des gens qui viennent s'entraîner en tant que loisir. C'est pas très, très, très différent de chez nous. T'as des compétiteurs qui sont là, qui font des résultats énormes. Par exemple, chez Carson Gracie Lemay, il y a un mec, il est champion du Brésil en ceinture marron. Là, il vient de passer noir. Mais il s'entraîne avec les gars qui viennent, qui font pas de compétition, tu vois, dans le même club. Hmm. Donc, il n'y a pas vraiment un truc où un club où si t'es pas compétiteur, tu peux pas venir t'entraîner. Non, les clubs en vrai, ils accueillent tout le monde. Les seuls clubs où c'est vraiment compétiteur de dingue, c'est même pas vrai spécialement à Rio, mais c'est plus à Sao Paulo. Les Alliances, Dream Art, tu vois, les trucs comme ça. Là où c'est vraiment que les ceintures colorées qui font la compétition, qui se réunissent ensemble pour tourner entre eux. Ok. Et donc pour toi, pour quelqu'un enfin, qui débute, ouais, qui a un niveau intermédiaire en JJB, tu lui recommanderais d'aller dans quel club s'il part comme ça tout seul? Si quelqu'un a un niveau intermédiaire, Ouais, niveau intermédiaire, qui fait un peu de compétition, mais vite fait, tu vois. ben les clubs que j'ai dit, c'est bon pour eux, tu vois. Ok. Tu vois? En vrai, même n'importe quel club au Brésil. Parce qu'il faut savoir, au Brésil, à l'entraînement, sur le tapis, t'auras d'office une ceinture noire, t'auras d'office une ceinture marron, t'auras d'office une ceinture violette, t'auras d'office un gars fort, tu vois? T'auras d'office une ceinture blanche, t'auras d'office une ceinture bleue, t'auras d'office plein de profils différents avec qui tourner et qui vont te permettre de progresser également. T'as juste à l'endroit où tu vas au Brésil, trouver un club, aller t'entraîner. En vérité, t'es sûr de passer un bon moment et t'es sûr d'avoir fait un bon entraînement. Ok. Tu sens là-bas que c'est. Parce que tu sais, on dit le Brésil, c'est le foot aussi beaucoup. Tu sens Ouais. que le JJB là-bas, c'est Non, le vraiment. JB, ça a une grande place. Là-bas, tout le monde connaît le Jiu-Jitsu, tu vois. Dès que. Et presque. Je sais pas, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Tu vas à la plage, tu parles avec un gars, il va dire: Ah, vous êtes allé à la Jiu-Jitsu, ah, tu t'entraînes au Jiu-Jitsu, ah, moi aussi, ah, ouais, moi, c'est quelle ceinture? Je suis ceinture noire. Et souvent, tous les gars, ils sont ceinture noire, tu vois. Tous les gars que tu vois un peu quarantaine, trentaine, ils ont même si maintenant ils s'entraînent plus trop, ils ont déjà la ceinture noire, ils ont déjà un background ils ont déjà un passé de 20 ans de Jiu-Jitsu, tu vois. En première instance, c'est vraiment le foot, le volley, les trucs comme ça au Brésil, mais le sport de combat numéro un, capoeira et Jiu-Jitsu brésilien. Et t'as vraiment beaucoup, beaucoup de pratiquants. Environ dans chaque coin de rue, il y a un club de Jiu-Jitsu hein, à Copacabana. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de clubs. En fait, tu peux comparer le Jiu-Jitsu au Brésil, tu peux comparer comme le judo au Japon, en vrai de vrai. Ouais. Ou à la boxe thaï en Thaïlande, du coup. Ou la boxe en Thaïlande, exactement. Ok. Et justement, par rapport à la boxe thaï, tu vois, t'as c'est un moyen de s'en sortir financièrement pour certains jeunes là-bas ou. En- Là, au Brésil, Ouais. pour très peu, hein. Hmm. Pour très, 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 très peu, en fait. Pour vraiment, c'est les gens qui vont se sortir grâce au jiu-jitsu brésilien, c'est ceux qui font des énormes résultats, tu vois. Ceux qui font des énormes résultats ou ceux qui. Parce que ceux qui se partagent leur trucs sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vraiment ceux qui sont recrutés par des grosses équipes. Les grosses équipes, ils les aident, ils leur payent leur voyage pour les compétitions, etc. Et grâce à leurs résultats, ils peuvent faire des sponsors, des séminaires, tu vois, ils viennent en Europe. Les Brésiliens ceinture noire qui ont réussi, les Eric Muniz, les gens comme ça. C'est des gens qui viennent en Europe, qui font leurs séminaires, parce qu'ils ont des gros titres, tu vois. Ils peuvent gagner de l'argent grâce à leurs sponsors, etc. Mais c'est une minorité en vrai de vrai. Le jiu brésilien, ça reste quand même un sport où pouvoir espérer en vivre, ça reste dur. Ok. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de enfin, il y a moins de compétition, il y C'est pas a. ça, c'est que les compétitions ne payent pas. En fait, en jiu brésilien, tu payes pour participer à une compétition, tu remportes la compétition, tu gagnes 0 euros. Tu vois ce que je veux dire? Sauf ma compétition que j'organise, je sais pas si t'as vu IBC, là, moi j'ai 1000 euros à chaque On gagnant. va en parler, on va en parler. T'inquiète. Mais sinon, les compétitions de base, même le championnat du monde, tu es champion du monde, tu gagnes 0 euros et tu dépenses 1000 euros de billets d'avion. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est peut-être. Tu Les gens qui t'expliquerais font ça du comment, brésilien en toi? compétition, c'est soit des passionnés, soit des. Même les. En fait, t'es d'office passionné. Mais après, t'as une petite minorité qui part en compétition. En fait, on va dire, sur 100% de gars qui partent en compétition, peut-être qu'il y en a que 10% qui partent en compétition et qu'en retour, ils gagnent quelque chose financièrement. 90%, c'est des gens qui gaspillent leur argent, donc ils travaillent et ils gaspillent leur argent pour pouvoir participer à cette compétition-là, tu vois. C'est plus une passion qu'une source de revenus. T'expliquerais ça comment, toi? C'est parce qu'il y a enfin, il y a pas beaucoup de personnes qui regardent, c'est. Honnêtement, je sais même pas, je pourrais même pas répondre à cette question. Je pensais. Parce que, ouais, c'est un sport qui est nouveau.
Tu vois? C'est pas un sport qui existe depuis 100, 200 ans, tu vois? C'est un sport qui vient de naître. Je crois le jiu-jitsu, ça fait quoi? Ça fait 30 ans, même pas? Je pourrais pas, Donc, ouais, possible. ouais, 25 ans, 30 ans, donc faut que le sport y grandisse. Peut-être que plus tard, ça va changer les choses et que ce sera un sport qui sera regardé par plus de personnes, qu'il y aura des plateformes, que ça passera à la télé, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura de l'argent. Mais en ce moment, ouais, c'est un sport où pour gagner de l'argent, c'est quasiment très faible. J'allais pas dire impossible, mais c'est très faiblement possible. Je peux prendre mon simple exemple, hein. Ouais. Si moi je faisais pas les trucs sur le côté et que je faisais purement que du jiu-jitsu brésilien, ça me rapporterait rien, tu vois. Hmm. Même si ça me rapporterait quoi? Si je gagne le championnat du monde à Abu Dhabi, mais c'est quoi? C'est 4 000 $. 4 000 $ sur une année, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il y en a qui vont faire du grappling après aussi, peut-être, ou... C'est pour ça qu'il y en a qui vont faire du grappling, mais c'est encore une fois, c'est les gens qui ont un gros niveau, tu vois. C'est un gens qui ont un très gros niveau, ils peuvent aller faire du grappling, des super fights en grappling, et ça paye encore. On va dire dans le no-gi, comment ça fait de l'argent, mais pas trop, hein. Quand tu regardes la DCC, tu gagnes la DCC, tu prends 10 000 $. C'est ça que Craig Jones, il a fait son truc pour concurrencer, mais en vrai de vrai, tous les gars, moi je peux prendre des exemples, on va dire Owen Jones. Owen Jones, il a gagné la sélection, c'est un Anglais, il a gagné la sélection européenne pour participer à la DCC. Il est parti faire la DCC. Mais c'est pas purement ses résultats sportifs qui vont demain lui faire gagner de l'argent, tu vois. C'est parce qu'il fait des séminaires, qu'il a fait tourner son club. C'est ça qui va lui permettre de vivre. Mais c'est pas purement le jiu-jitsu qui va lui permettre de vivre. Et ça, il y a aucun gars sur la planète où purement le jiu-jitsu lui permet de vivre. Sauf si t'es vraiment la plus grande des championnes. Par exemple, Gabriela Pessanha, Ouais. c'est une ceinture noire, c'est la meilleure en ceinture noire chez les femmes. Elle gagne tout. Elle gagne juste grâce au jiu-jitsu, mais parce que tu vois, tout est partagé sur Instagram, etc. Et c'est grâce aux sponsors, grâce aux primes de combat qu'elle prend, etc. Mais encore une fois, sur 10 000 participants, c'est qu'une fille. Sur 10 000 participantes, c'est qu'une fille qui permet en vivre juste grâce à son jiu-jitsu. Hmm. Et tu vois, tu parlais de Nogi du coup? Ouais, Nogi. C'est perçu comment là-bas au Brésil, justement, les entraînements sans Au kimono? Brésil, il y a beaucoup moins d'entraînements sans kimono qu'en kimono, mais pourtant, au Brésil, ils sont tous bons sans kimono. Parce qu'en fait, faut savoir une chose, quand tu t'entraînes beaucoup en gi, c'est pas dur de savoir être bon en no-gi, tu vois. C'est plutôt l'inverse. La transition de no-gi vers gi est plus dure que la transition de gi vers no-gi. Mais on va dire quand ils ont une préparation à faire, quand ils ont une compétition en no-gi qui les attendent, ils vont commencer à s'entraîner sans le kimono, tu vois. Ok. Et ils vont vite faire les transitions. Par exemple, moi, j'étais m'entraîner à Dream Art. Il y avait une combattante là-bas qui s'entraîne toute sa vie, elle s'entraînait qu'en kimono. Hmm. Elle devait participer à la DCC. Du coup, pendant l'entraînement de kimono, elle venait sans kimono et elle tournait sans kimono. Mais tu vois, c'est juste quand ça prépare une compétition que ça tourne en nogi. Ok. Tu sais, il y a un truc aussi, moi j'ai du mal à... J'ai pas forcément compris ça, mais tu vas peut-être m'expliquer. J'ai l'impression, dans la culture du JJB, elle est tout le temps associée au surf. Ou au paddle, ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pas trop en vérité. Elle est associée, mais pas trop. En fait, pourquoi elle est associée? Parce qu'il y a les Tairo Tolo. Tu vois, c'est deux légendes. Ils sont très jeunes, hein, mais c'est déjà des Ouais. légendes du Jiu-Jitsu. Eux, ils font surf et Jiu-Jitsu. Moi aussi, j'ai organisé un stage au Maroc, surf et Jiu-Jitsu. Mais c'est vrai parce qu'en fait, il y a beaucoup de stages qui sont organisés à l'époque. Tu vois, les Adam Mardinski, etc. Il y a des stages qui sont organisés surf et Jiu-Jitsu. Parce qu'en gros, c'est une lifestyle. Il y a le surf lifestyle, il y a le jiu-jitsu lifestyle. On dit les mecs qui font du juste des gars chill, tu vois. Ils viennent en claquettes, ils sont en claquettes, short, t-shirt avec leur kimono. Et les gars du surf aussi, c'est des gars chill, tu vois. Ils sont avec leur planche, en surf, claquettes, t-shirt, tu vois. Donc c'est un peu deux mentalités qui se ressemblent. C'est pour ça qu'on peut voir souvent cette liaison. Mais quand tu réfléchis en vrai de vrai, dans la majorité, c'est pas vraiment deux trucs qui sont associés. En fait, c'est un entre deux environ. Ouais, les Brésiliens là-bas, ils font pas forcément. Ceux qui font Ils du font pas JB, ils forcément font. tous du surf, non. Ouais, ok. C'est Tu pas. vois. C'est cliché, genre. C'est un peu cliché, ouais. Ok. Et du coup, bah ouais, ça ressemble à quoi le quotidien d'un mec qui fait du JB là-bas? Vraiment un Au local, Brésil, tu vois. Ouais, au Brésil. il se réveille, Hmm. il se déjeune, il va à l'entraînement. Un mec qui fait ça de sa vie, hein, qui joue tout, Ouais. principalement. Hein. Vraiment un local, tu vois. Imagine, t'es né au Brésil, t'es passionné de JJB, ta vie c'est quoi? Tu vas au JJB le matin, Compétiteur ou pas compétiteur? compétiteur, ouais. Compétiteur, ben voilà, c'est ça. Les gros compétiteurs au Brésil, ils se réveillent, ils déjeunent, ils vont à l'entraînement. Ils rentrent à la maison, ils se reposent un peu, ils remangent, ils retournent à l'entraînement. Et après l'entraînement du midi, ils vont chiller un peu, ils vont voir leurs potes, tu vois, s'ils sont à Rio, ils vont aller à la plage, etc. Et de nouveau le soir, encore entraînement. Ils s'entraînent à fond. Tu vois, ils s'entraînent 3 fois par jour. Trois entraînements. Et en fait,
Leur vie, c'est pas, elle est pas dure, mais ils ont juste entraînement et un peu genre chill, je sais pas comment t'expliquer. Parce que si c'est des gars qui vivent à la favela, ils ont pas beaucoup de frais en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux vivre avec peu d'argent là-bas. Donc ils font quelques petits trucs pour pouvoir gagner des sous, tu vois, quelques petits jobs à droite à gauche, ou sinon ils ont leur petit job qui leur prend pas beaucoup de temps, et ils s'entraînent à fond. Un mec qui s'entraîne juste, qui est pas compétiteur, il va aller, je sais pas moi, il fait son job, il fait son travail, je sais pas, il travaille à la plage, et puis le soir il va faire son entraînement, et tranquille, tu vois, après l'entraînement il va boire un verre avec ses potes, et rebelote comme ça, hein. Ok. Tout à l'heure, tu parlais des ceintures aussi. C'est plus dur là-bas de monter ces ceintures ou pas? Bonne. Ça dépend. En vrai de vrai, non, je pense que c'est pas. En vrai de vrai, au Brésil, ils passent vite leur ceinture, hein. Justement, au Brésil, ils passent vite leur ceinture. C'est différent. Des fois, on a des mentalités ici en Europe, on va se dire, ouais, on va prendre du temps avant de passer les ceintures, on doit aller faire ça, faire ci, faire ça, tu dois gagner ça avant de passer la ceinture. Au Brésil, c'est une mentalité différente, hein. Tu fais ton temps, tu fais tes compétitions, tac, tiens, ta ceinture. Et honnêtement, je trouve qu'ils passent vite leur ceinture. Ok, ok, ok. Parce que quand ils ont leur performance qui suit aussi, tu vois. Hmm. Et toi, du coup, alors, tu vois, tu parlais des favelas aussi. Ouais. C'est chaud les favelas ou pas? Oui et non, tu vois, ça reste chaud bien sûr, mais si t'es bien et que tu viens, en fait, c'est pas tu vas aller dans le favela, déjà, il y a des endroits dans la favela où tu passes sur ton téléphone, tu peux pas filmer, tu vois. C'est pas je vais dans la favela, c'est pour filmer, mais si je vais dans la favela pour aller dans un club m'entraîner, il y a rien, tu vois. Tu peux passer dans des ruelles où il y a des gens armés, mais s'ils te disent ouais, tu fais quoi ici? Je vais aller m'entraîner, ouais, pas de soucis, vas-y, va t'entraîner, tu vois. C'est pas spécialement, ouah, tu peux pas rentrer, c'est barricadé, etc. Non. Celui qui veut monter dans la favela, qui est dans la favela, il y a pas de souci. Moi, je parle des favelas en Rio. Il y a des favelas très chauds. Il y a un quartier à Rio qui s'appelle Guadeloupe, Barros Filho. Là-bas, c'est une favela où c'est chaud. Tu vois, là-bas, tu rentres pas, mais t'as rien à faire. Il y a rien à faire, en fait, là-bas. Je pense même pas s'il y a un club de jiu-jitsu. Donc, il y a des favelas où tu rentres pas, mais ça t'apporte rien. Il y a des favelas où, par exemple, tu montes dans la favela, tout en haut, il y a une belle vue. Ça, c'est pas un souci. Tu rentres, tu prends ton mototaxi, tu montes. En fait, c'est juste, faut pas aller dans la favela avec les mauvaises intentions. Si tu vas dans la favela avec une bonne intention, c'est chill. La vérité, c'est chill. Ok. Toi, t'as pas eu de moment où t'as eu peur, un truc comme ça Non, honnêtement, non. J'ai déjà eu des moments où j'ai eu peur, mais c'est parce que c'est moi qui les ai cherchés, t'as vu? Si Hmm. tu cherches pas, t'as pas les moments. Qu'est-ce que t'as fait pour chercher? Ah, c'est bien, des fois, moi, j'étais en vacances à Rio, c'est-à-dire que c'était après la compétition. Je suis déjà été dans une favela, genre tard le soir, parce qu'on voulait monter. On s'est dit, vas-y, viens, on passe par là, alors qu'on n'avait pas l'habitude de passer par là. Et tu voyais des gars armés, et qui passent à côté de toi, ils te regardent bizarrement. Encore, on a eu de la chance, on n'a rien eu, mais le mec qui passe à côté de toi avec un bazar comme ça fait quand même. Bah ouais, tu Ça fait m'étonnes. le cœur, il arrête de battre pendant 2 secondes, tu vois. Tu dis, est-ce qu'il va m'adresser la parole ou pas? Finalement, il ne t'adresse pas la parole. Je suis vite rentré dans un petit café, j'ai pris mon coca, j'ai pas bougé, j'ai réfléchi à ma vie pendant 30 minutes et je suis redescendu. Tu m'étonnes, bah ouais, c'est. Non, franchement, ça doit être surprenant. Ouais, parce qu'en fait, c'était le soir et eux, ils organisaient une fête chez eux, une baile funk. Et que quand eux, ils organisent leur fête là-bas, tous les gars en fait de la favela, ils sortent leurs armes en mode pour flex, t'as vu? Ils sortent leur gros calibre et ils marchent en mode en groupe avec tous leurs armes. Et ça fait peur, la vérité. Tu dirais vivre là-bas, toi, ou pas? Au Brésil? Ouais, bah, un peu comme Nicolas, tu vois, parce que Mais il a. Nicolas, il a sa famille avec lui là-bas, donc lui, il pourrait, mais moi, ma famille, elle est ici en Belgique, donc en vrai de vrai, je pourrais pas vivre là-bas, Ouais, tu vois. Je pourrais passer beaucoup de temps là-bas, mais vivre vraiment, je pense pas. Ça serait soit plutôt ici, soit au Maroc. ok. Mais faire des allers-retours comme tu fais Mais faire des actuellement. tours comme je fais, ouais, ça, j'espère pouvoir faire ça le plus longtemps possible. Ok. Bon, bah c'est cool. Moi, je voulais qu'on parle aussi du coup de ta progression au JB parce que tu m'as dit 5 ans. Du coup, tu as commencé il y a 5 Mhm. ans. C'est quoi pour toi qui t'a fait donc passer à un niveau de ouf, tu vois, en 5 ans? C'est la compétition, honnêtement. Hmm. J'ai été participer à une compétition de classe mondiale, ma toute première compétition IBJF. C'était les championnats d'Europe. Et c'était à Rome, je me rappelle. J'avais 2 mois de ceinture bleue. Et moi, je connaissais pas tout ce qui est IBJF et tout. Moi, on m'a dit c'est une compétition championnat d'Europe. J'ai été en pensant que c'était une compétition comme les autres, tu vois. Je me suis fait sortir au premier tour. J'ai dit, ah ouais, en vrai. Et après avoir été sorti au premier tour, j'ai suivi tout le reste de la compétition, tous les ceintures violettes, marron, noir, toi, j'ai tout regardé. Et je me suis dit, ah ouais, mais en vérité, le jiu-jitsu, c'est pas des lol en fait. Si tu veux performer, tu dois y mettre tes moyens. Je suis revenu de cette compétition-là, j'ai commencé à m'entraîner plus dur qu'avant. Et ça qui m'a fait un petit déclic, on va dire. J'ai eu ce petit déclic-là, mon premier déclic.
Ok. Et t'as passé tes ceintures en réfléchissant à ça ou pas? Par exemple, tu t'es dit, faut que je fasse, je sais pas, un tel nombre de Non, pas compétitions. spécial. En vrai, pas spécialement. En fait, moi, je faisais confiance à mon professeur, tu vois. C'est quand mon prof, il me disait, ouais, il laisse, tu vois, moi, j'ai laissé mon prof décider, en gros. C'est lui qui me disait quand je passais ma ceinture. Je me rappelle, après les championnats du monde en 2023, il m'a dit, ouais, tu vas passer. Je dis, ah, il y a encore une compétition, il y a le championnat brésilien. Il m'a dit, bah, en vérité, fais le championnat brésilien. Et quand tu reviens du championnat brésilien, peu importe les résultats, je te passe la ceinture violette. J'ai fini par gagner le championnat, j'ai fait champion du Brésil. Et puis, il m'a passé ma ceinture violette. Après 2 ans et demi en bleu. C'est perçu comment les étrangers qui gagnent là-bas au Brésil? Ils se disent, en vrai, c'est pas mal perçu, mais ils se disent, ah ouais, en fait, le gars, il doit être bon, tu vois. D'office, pour eux, dans leur tête, ils pensent que je suis un athlète vraiment qui me donne à fond. En vrai, moi, en vrai, c'est pas faux, ils ont raison. Mais genre, je suis un athlète qui me donne à fond au jiu-jitsu. Tu vois, pour eux, quand un Européen gagne, c'est un mec qui dédie sa vie au jiu-jitsu. Tu vois, pour eux, ils se disent, ah ouais, même si un Européen, il vient jusqu'au Brésil pour participer, en fait, ils te prennent pas à la légère, tu vois. Ils savent que t'es bon, tu vois, donc ils donnent à fond. Mais au championnat brésilien, cette année, en ceinture bleue, j'étais le seul non-brésilien à avoir fait un podium. Ok. À avoir gagné plutôt. Parce qu'il y avait aussi Ouais. un autre Belge qui a fait troisième en moins de 85. Mais genre, j'étais le seul non-brésilien à avoir gagné. Ah non, il y a Stuart, je me trompe, il y a Stuart. On était deux Européens à avoir gagné. Ok. Bah ouais, tu vois, c'est pour ça que je te demande si c'est mal perçu ou pas, parce que tu sais, ça se trouve, ils ont ce En, truc de en vouloir. vrai, ça peut leur déranger. Ça peut. En fait, je sais même pas si ça leur dérange. Tu vois, je sais même pas en fait. Parce que regarde, nous, dans le championnat d'Europe, c'est toujours des Brésiliens qui gagnent, hein. Mais en soi, ça ne nous dérange pas plus que ça. Certains, ça leur dérange, moi je m'en fous, tu vois, ils viennent, ils font leur compétition, ils gagnent, même si c'est le championnat d'Europe avec des Brésiliens, t'as fait tes combats, t'as gagné tes combats, tu mérites de gagner le championnat, c'est tout, c'est comme ça. Tu vois, on est des Européens, et pourtant on nous laisse venir au championnat brésilien. Bien Donc si sûr. eux viennent en Europe, c'est à nous de chialer au Brésil et de montrer ce qu'on vaut et de gagner leur championnat à eux. Hmm. Tu Tu vois, sens que c'est différent? mais, Ouais. désolé de t'avoir coupé, mais les Brésiliens, ils restent, en fait, ils ont, dans le scène de la compétition internationale de haut niveau, les Brésiliens, ils ont trop comment on dit ça? Genre, ils ont le monopole, c'est eux les plus forts. Ouais. Et en Europe, tu dirais que c'est quoi les plus chauds? La France, ça commence à démonter, hein, mais pour moi, les pays les plus chauds en Europe, c'est Angleterre. Hmm. Angleterre d'office, je prends en première position. Ensuite, à Pologne, Norvège et encore un autre pays. C'est quoi? Sweden. Ouais. Suède, Norvège, Pologne, France, Portugal. Portugal, il y a un très gros niveau aussi au Portugal. Et après, France aussi, ça commence. Belgique, France, ça commence aussi à monter, hein. Hmm. Mais ça vient un peu après parce que la légalisation Ouais, du ça vient après. MMA. Je crois que c'est vraiment les top 3 c'est Angleterre. En Guy, c'est Angleterre, Portugal et toi, les pays Norvège, Et nordique, ouais. Suède, là. En Ogi, c'est Angleterre, Pologne. En Pologne, ils sont très très forts en grappling. Et voilà. Et après ces pays-là, t'as la Belgique, France qui arrive. Ok. Comment tu structures tes entraînements, toi, tes semaines d'entraînement? T'arrives déjà à structurer bien comme il faut, Non, c'est-à-dire pas tel spécialement, jour. vu que j'ai un club qui entraînement tous les jours, matin et soir. Si un jour j'ai pas la possibilité d'aller le matin, j'y vais le soir. Si un jour je vais le matin, je vais pas le soir. Enfin, moi, j'essaie de m'entraîner au moins tous les jours une fois. En fait, j'essaie de m'entraîner tous les jours. Tous les jours. Tu prends pas de repos de la semaine? Si, il y aura toujours un jour dans la semaine où je vais skip, en fait, tu vois. Mais j'ai la possibilité de m'entraîner du lundi au dimanche. Donc là, maintenant, les dimanches, même les dimanches, maintenant, je m'entraîne avec un petit groupe. On fait des entraînements entre nous. Le samedi aussi. Donc souvent le repos chez moi, c'est le samedi. Ok. Et comment tu fais pour... parce que je sais que vous vous blessez beaucoup, vous les mecs du JB, ça peut vite Ouais, quand arriver. même. Ouais. Ben, en vrai, de vrai, c'est ça, de moins en moins, hein. Faut faire attention tout simplement. Si tu fais attention, en vrai, c'est. Durant l'entraînement, faut pas être trop explosif, vouloir tout arracher, etc. Parce que c'est là que tu vas te blesser. Si toi, t'es un mec explosif de dingue et que ton adversaire, c'est un mec explosif de dingue, tu Ouais, vois. ouais. Mais tu vois, faut être intelligent durant tes sparring et essayer de pas te blesser, tu vois. T'as l'ego aussi en vrai, parce que j'ai... Ouais, la vérité, moi, j'ai pas ça, hein. Moi, j'ai pas l'ego en vérité, hein. Hmm. Je me donnerai toujours à fond, à fond, à fond. Genre, je vais pas laisser genre, mon adversaire au-dessus. Quoique, je dis ça, mais des fois, quand je sais d'office que je suis meilleur que l'adversaire, des fois, je peux laisser un peu tranquille. Mais quand c'est une guerre de. Faut se donner à fond, on se donne à fond. Même si c'est pas de l'ego, c'est juste histoire de progresser. Tu vois, si des fois, tu donnes pas à fond, même toi, tu te freines dans ta progression. Et tu fais des entraînements de nogué aussi ou pas? Ouais. En fait, Ouais. moi, c'est quand il y a une compétition à Nogi à préparer, je m'entraîne en Nogi. Quand il y a une compétition en Nogi à préparer, je m'entraîne en Nogi. Ok.
Ouais, c'est pas, c'est C'est vraiment en pas, fonction des compétitions qui viennent. c'est pas genre deux entraînements en nogi et trois entraînements en nogi par semaine. Avant, c'était comme ça. Maintenant, c'est souvent de juin, de janvier à juin, je m'entraîne en nogi et de septembre à décembre, je m'entraîne en nogi parce que les compétitions, il y a des saisons en fait. Voilà, la saison IBJF, janvier, juin, c'est les grosses compétitions en nogi et les grosses compétitions en nogi, c'est la période septembre-décembre. Ok. Et dans ton club, du coup, ça ressemble à quoi les entraînements? T'as une partie, Mon club, c'est très simple. T'as ouais. entraînement tous les jours. Hmm. Le matin de 10h à midi, une heure technique, une heure combat. Le soir de 18h à 20h, une heure technique, une heure combat. Ok. Et c'est tout le Le temps. prof, donc on s'échauffe, le prof donne un échauffement de 15 minutes, il monte la technique pendant 45 minutes et puis une heure de combat. 5 minutes de combat, 1h30 de repos, 5 minutes de combat, 1h30 1 minute 30 de repos, 5 minutes de combat. Ou sinon, des fois, il met 6 minutes de combat, 1 minute 30 de repos. Ok. Toi, ton style, c'est quoi en JJB? Je connais pas très bien le JJB. J'ai fait un peu de judo, tu vois, mais Ok, ouais, je sais que vous êtes pas trop potes avec les mecs du judo aussi au JJB. non, ça va, en vrai, ça va. J'ai fait une vidéo JB versus judo, on l'a gagné, donc c'est bon, maintenant le débat il est clos. Non, je rigole. Moi, en vrai de vrai, mon style au jiu-jitsu, au jour d'aujourd'hui, c'est tout, hein. Au jiu-jitsu brésilien, c'est soit t'es Gordero, soit t'es passeur, donc soit tu travailles en dessous, soit tu travailles au-dessus. Mais moi, maintenant, je fais les deux. Je travaille en haut, je travaille au-dessus. Maintenant, à l'entraînement, je travaille beaucoup au-dessus. Les gens, maintenant, dans mon club, chez moi, à l'entraînement, ils me disent que je suis un passeur. Mais les gens qui me connaissent pas, qui regardent mes vidéos en compétition, ils me disent que je suis un Gordero. Donc, en vrai, moi, je fais tout, en fait. Je fais les deux. Et maintenant, je fais même du debout. Tu vois, il y a des cours au judo chez nous au Shox. Je vais essayer même d'aller au cours de judo, cours de lutte, parce que j'aime bien les takedowns, j'aime bien les amener au sol. Donc, en vrai, de vrai, maintenant, moi, je fais tout. Mon style, en vrai, il est complet, alhamdoulilah. Ok. Ouais, et t'avais commencé par un style en particulier ou pas? En vrai de vrai, à l'époque, je travaillais beaucoup en dessous. Tu vois, quand j'étais dans mes débuts de ceinture bleue, je travaillais beaucoup en dessous. Tu vois, j'aimais bien aller chercher des triangles, des jujis d'en dessous. Mais maintenant, depuis que j'ai ma ceinture violette, je suis beaucoup, beaucoup passeur. Qu'est-ce qui a fait que t'as eu ce changement? Rien, c'est juste le mood, genre ce que je kiffe faire. Parce que en fait, je reste debout avec les gars ils aiment beaucoup tirer la garde. Donc quand ils tirent la garde, je me dis go, je passe. Et j'ai commencé à kiffer passer la garde, c'est satisfaisant. Du coup, maintenant, je fais ça. Ok. Bon, bah c'est Il y bien. a une certaine forme de supériorité quand tu es au-dessus, que tu leur passes la garde. Je commence à kiffer ça. Ok. Et ouais, du coup, tu fais un peu tu fais un peu de judo, de lutte, tout ça, ou pas tant que ça? Non, là, en vrai de vrai, je pourrais pas te dire que j'en fais. J'ai fait quelques entraînements de lutte et tout, même pas beaucoup, très peu. Mais là, j'ai envie d'en faire plus. Tu vois? J'ai Ouais. envie d'ajouter ça dans mes entraînements. Tu devrais refaire des combats de MMA ou c'est vraiment fini ça? Non, en vrai de vrai, là, je mets le focus à 100% sur le jiu-jitsu brésilien. Ouais. Là, je mets vraiment mon focus à fond sur le jiu-jitsu brésilien. J'ai encore beaucoup de trucs à faire dans le JJB, dans le monde de la compétition. Donc là, pour le moment, le focus, il est sur ça. Ok. Non, bah c'est bien. Et alors, du coup, ouais, on parlait du coup des blessures, tout ça. Toi, Mhm. t'as des trucs que tu utilises pour la récup? Je sais pas, Moi, là, j'ai fait une cure de shilajit, je sais pas si tu connais. j'ai vu passer ça, mais j'ai pas, j'ai jamais testé. J'ai fait une cure de shilajit et franchement, j'ai senti une différence. Hmm. Ça m'a bien aidé niveau énergie et niveau récupération des articulations, etc. Mais sinon, moi, je suis un gars, je prends du magnésium et des trucs comme ça. C'est quoi, donc du coup, t'as pris c'est des C'est des gommes gummies. C'est ouais, comme des des petits gummies bonbons. et Ouais. de la résine aussi, non? Il y a pas. Et il y a la résine aussi, mais moi, j'utilisais principalement les gummies. Ok. C'est un sponsor à moi, ils m'ont contacté et j'ai fait ça avec eux. Tu sais ce qu'il y a dedans? Parce que j'en ai entendu Ouais, c'est parler, une, mais. c'est une résine, ça vient d'un endroit, c'est dans les montagnes de l'Himalaya. Mhm. Ils extraient ça de là-bas et ils font ça. Ok. Ok, ok. Je connais pas, Ouais. ouais, c'est un produit 100% naturel, je m'y connais pas plus que ça. J'ai juste fait confiance au gars, j'ai utilisé le produit et j'ai senti la différence dans le produit, donc j'ai directement su que c'est un bon produit. Il m'a dit que c'était une marque 100% française, etc. Mais ouais, c'est une résine qui vient de l'Himalaya. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut le trouver. Et puis après, bah, tu manges bien, Et puis j'imagine. après, ouais, je mange pas trop bien, moi, hein, je vais pas te mentir. Mhm. Je suis un gars qui aime bien manger dehors, mais Ouais. j'aime bien les bonbons, etc. Mais en vrai, de vrai, si tu veux pas te blesser et que tu veux être en forme, y a pas de secret, faut manger bien, ça fait une grosse différence. Moi, en fait, là, quand je suis dans un après-compétition, je mange mal, mais quand je suis dans une avant-compétition, par exemple, là, avant le championnat d'Europe, pendant un mois, je vais manger clean, Mhm. tu vois, pour arriver en forme à la compétition. Ok. Et alors à côté, du coup, toi, ton truc, c'est tu crées du contenu, tu t'organises des événements.
tout ça? C'est ça. Là, maintenant, je me suis lancé dans l'organisation de ma compétition, IBC. À côté de ça, ouais, je fais des vidéos sur YouTube. J'essaie de partager du contenu sur les réseaux sociaux, en contenu court, Insta, TikTok. Faudrait que je partage plus de contenu, mais c'est dur. Mais voilà, c'est ce que je fais. Je pensais que tu avais un. Je crois que Léonard il t'a dit, parce qu'on était à Bruxelles pour la fin d'année là, et on est Mhm. passé dans une rue dans le centre de Bruxelles où il y avait un commerce, ça s'appelle La Saille. Ouais, ouais, ouais. Ah, là, c'est. Ouais, ouais, Et ouais. moi je pensais que c'était toi qui avais ouvert ça, etc. Parce que je me suis Ok. dit, en Ah, vrai, moi, je pensais qu'il parlait d'un autre truc. Ah, il parle de la saille. Ok, non, ouais, ouais, ouais. Non, la saille, c'est vraiment commerce. Mais, ah, ouais, ouais, ouais. Non, la saille, c'est un truc super connu au Brésil. C'est une spécialité brésilienne. Mhm. C'est comme un fruit. C'est la saille, c'est une baie brésilienne. Et le fond en forme de glace. Vous avez goûté ou pas? Vous avez pas goûté? On n'a pas goûté parce que bah, je crois que c'était, je sais plus où on était pressé ou je sais plus. Tu vois, Ok, ok. on a Ah, pas mais moi, quand goûté. Léonard il m'a parlé, je pensais qu'il me parlait d'un autre truc encore. Je pensais qu'il me parlait du Baboutlet, un magasin de vêtements pour qui j'avais fait de la pub sur TikTok. Ah, ok, mais en fait, il me parlait de la saille. Ok, Ouais, ok, 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 ok. Non, la saille, c'est un truc pour manger, en fait. ouais. Non, je pensais que c'était toi qui avais ouvert ça, que je t'avais ramené ça du Brésil, tu vois, le concept, parce que Ah, ok, c'est. non, pas du tout, pas du tout. C'est un gars qui fait ça. Moi, c'est juste un sponsor à moi et moi, Ouais, je lui fais la pub, tu vois. ok. Et du coup, ouais, comment tu t'arrives à organiser tes. Enfin, ça doit être une organisation de ouf, tu vois, quand même, de faire des compétitions, comme tu dis, les stages. Comment t'organises ça? Tu fais ça tout seul? En Ouais, plus je des fais vies. ça tout seul. Ouais. En vrai, je vis au feeling, en fait, je vis au jour le jour. Hmm. Il y a un truc qui me passe par la tête, je le fais. Ouais. Et ça fonctionne pour moi comme ça. T'agis et tu réfléchis après. Ouais, voilà, j'agis, puis je réfléchis après, c'est ma meilleure devise. Hmm, c'est Et bien. du moment que je fais les choses avec une bonne intention, normalement, tout devrait toujours bien se passer. C'est- Ça fait plaisir à entendre, c'est bien. Mais ouais, la première fois que tu as organisé un événement comme ça, tu as fait ça En comment fait, du coup? je vais T'as fait t'expliquer qu'en fait, ouais, tu vois, l'IBC, c'était juste, j'étais posé au resto avec un ami à moi et on réfléchissait. Lui, il fait pas du jiu-jitsu, tu vois, mais c'est un bon ami à moi. Il me posait la question. Il me dit, ouais, en fait, il y a, c'est quoi? Tu payes pour participer à des compétitions, jamais tu gagnes de l'argent. Je dis, ouais, non, tu gagnes jamais d'argent. Mais il me dit, mais c'est pas normal et tout, mais en vérité, et genre, tu payes pour, genre, en fait, donc les organisations, ils s'enrichissent. Ils prennent plein de frais d'inscription et au final, ils gagnent de l'argent, ils organisent, mais ils donnent pas en retour, tu vois. Hmm. Je dis, ouais, on réfléchit. Puis d'un coup, il m'a dit, mais pourquoi nous, on ferait pas une compétition où on donne de l'argent en retour, tu vois? Parce que ça peut même encore mieux marcher, tu vois? Et je me suis dit, en vérité, t'as raison. Go. On crée un site, Mousecamp, où on partage, où on explique le concept qu'on veut faire. On a réfléchi à un concept. Moi, j'ai réfléchi à les catégories. On a réfléchi à trouver une salle. Le jour, ça avait l'espace. Tac, tac. De fil en aiguille, j'ai annoncé, j'ai fait une story Insta, j'ai partagé, tac, 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 jusqu'au jour où l'événement s'est déroulé. Et toi, le jour J, ton rôle c'est quoi? C'est de vraiment C'est d'encadrer? de un peu superviser, faire en sorte que tout se passe. Si quelqu'un a une question, il peut poser la question à moi, tu vois. Mais moi, j'ai tout organisé à l'avance pour que le jour J, tout se roule comme ça déroulait, tu vois. Ok. Tu gères tout le staff, tu mets un gars à chaque poste, etc. Tu vas le refaire, j'imagine. Ouais, ma deuxième édition, c'est ça, c'est le 23 février. Dimanche 23 février. Si jamais t'as l'occasion, passe, hein. C'est à C'est à, Bruxelles. c'est à Bruxelles. Ouais, mais c'est une Ouais. compétition du coup, le 23. Ouais, c'est une compétition de jiu brésilien. Il y a 12 000 € de cash prize au total qui est mise en jeu. Ok. Donc il y a 12 catégories, chaque gagnant repart avec 1 000 €. Et c'est pour toutes les ceintures? C'est pour, ouais, ceinture blanche, bleue, violette. Ah ouais, donc même les ceintures blanches. Ah ouais, 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 justement, c'est même les ceintures blanches qui gagnent. Justement, c'est plus axé sur les débutants que genre plus axé sur les ceintures blanches et bleues que sur le reste. Et putain, ouais, t'as pas beaucoup de participants qui s'inscrivent du coup? Parce que j'imagine qu'il Si, y a si, pas. si, justement, en fait, même les catégories, elles sont bloquées à 16 participants Ouais. pour faire en sorte qu'il n'y a que 4 combats à faire, tu vois. Mais là, les inscriptions, elles commencent tout doucement à se remplir. Il reste encore 2 semaines et demie pour pouvoir s'inscrire à l'événement. C'est une capacité maximale de 180. Là, je pense qu'on est déjà à 100 inscrits. Donc voilà, hein, moi, je vais essayer de faire en sorte que l'événement se déroule bien le maximum possible. Ouais, ok. Et c'est le même prix pour participer que s'ils allaient participer à une compétition de JJB ailleurs ou Ouais, autre, exact. quoi. En fait, non, ça dépend, tu vois. Chaque compétition JGB a un prix différent. Pour avoir une idée, le championnat d'Europe, il est ouvert à tous. Mais pour participer, c'est une histoire de. Faut payer 20 € sa licence, plus 160. C'est genre 180. Des fois, tu arrives à 200 € si tu prends tard pour participer. Moi, l'inscription à ma compétition, c'est 100 €. Mais si tu gagnes, tu repars avec 1 000 €. Ok. Non, le concept il tue, hein, parce Non, non, que non, ouais, franchement, ça permet de j'ai eu que redistribuer, des quoi. bons retours pour le moment, donc je suis content. Hmm. Après, faut voir comment tu vas gérer ça avec le temps. Si tu as de plus en plus Exactement, d'inscrits, tu exactement. Faut vois, ça. voir. Comme j'ai dit, il faut.
Il y a que le temps qui nous dira, il y a que le futur qui nous dira si ça va perdurer, si ça va bien se passer ou pas. Et moi, en tout cas, je souhaite que je puisse continuer à faire une deuxième, troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, jusqu'à une dixième édition, si possible. Ouais, Inch'Allah, voilà. moi je te le souhaite. Et Merci pour beaucoup. les stages, du coup, c'est pareil, tu mets un nombre de Pour places les stages, c'est limitées. pareil, en fait. J'annonce que je fais un stage. Moi, j'organise tout, que je prépare tout, etc. J'appelle les gars là-bas, je parle avec eux. J'essaye de faire un planning, genre sur tous les jours, avoir une activité tous les jours, gérer l'hôtel, gérer le transport. En fait, tout gérer. Et ensuite, une fois que tout est géré, je communique sur mes réseaux sociaux, en story, sur Twitter. Voilà, les gars, cette date-là, faut ça, ça, ça. Si vous voulez participer, faut ça, ça, ça. Tac. Et puis, je crée un groupe et let's go, on part en stage. Ok, et le logement, tu le prends une fois que tu as tous les inscrits au stage, tout ça, c'est ça? Ouais, ouais, exactement. Dès que j'ai tous les inscrits, je prends le logement, je prends tout, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Ok. T'as des galères qui te sont arrivées, justement, des trucs que tu referais plus si tu devais le refaire? En vrai de vrai, j'ai pas trop eu de galère, hein. Enfin, c'est quoi le plus dur à gérer quand c'est comme ça? Honnêtement, je suis en train de réfléchir à une galère là. Je pense que j'ai jamais eu de galère. En fait, non, j'ai eu plein de galères. Mais en fait, genre, je l'ai géré. Et ça m'a pas, genre, ça a pas été dur à gérer. J'ai déjà eu des annulations une semaine avant au stage. Alors que moi, j'ai déjà eu payé des frais pour le gars. Et le gars, finalement, il me dit qu'il vient pas, il me paye pas le prix du stage. Donc, moi, je me retrouve avec des frais en plus que je dois sortir de ma poche. Mais c'est pas grave. Je me dis, c'est quand même, c'est la vie, tu vois. Je me prends même pas la tête. S'il faut sortir de l'argent de sa poche, on sort, on paye, tu vois. Par exemple, c'est des mecs, j'aurais réservé l'hôtel, j'aurais réservé tout, ils sont pas venus. Mais en vrai de vrai, pour moi, c'est pas une galère, tu vois. Ouais. C'est plus lui qui rate que moi, tu vois. Moi, je Hmm. sais s'il était venu, il aurait passé une aventure de malade, tu vois. Donc, en vrai de vrai, j'ai déjà eu par exemple, pour aller au Maroc, pour aller du logement, pour aller du coup, du logement où on était à l'hôtel jusqu'à la salle d'entraînement, des fois, on a eu le transport qui n'est pas venu ou quoi. Pas de souci, on a pris les taxis, bam, 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 on est parti, tu vois. Il y a toujours, à chaque petite galère, jamais eu de grosse galère, j'ai eu que des petites galères, mais à chaque petite galère, toujours une solution. Ok, ok, ok. Tu vois, il Non, n'y mais a jamais c'est... eu une grosse galère. Ouais, Alhamdoulilah. ouais, ouais. Franchement, c'est bien, c'est un super projet, je trouve. Merci beaucoup, la Il y a, vérité. il y a de plus en plus de gars qui font ça, j'ai l'impression, même dans la Ouais, j'ai boxe vu, et hein, tout. depuis que moi j'ai fait mes stages, etc., il y a plein de gens qui veulent aussi commencer à faire des stages, donc c'est bien. Mais puis c'est le but après, tu vois, de passer du temps avec sa communauté comme ça, c'est la suite Ouais, logique. exactement. Après, sur place, j'imagine que enfin, vous êtes tout le temps ensemble, même il y a... Ouais, moi quand je pars en stage, on est avec. En fait, c'est comme, en fait, on part en camp d'entraînement, donc on part dans un stage où on va s'entraîner, mais c'est comme si on partait en vacances entre potes aussi, tu vois. Ouais, ouais. On est ensemble à 24, on mange ensemble, on va à la plage ensemble, etc. Tu vois, c'est un truc entre potos. Hmm. C'est quoi les points communs que tu vois entre le Maroc et le Brésil quand tu fais des stages là-bas? Ah, le Maroc et le Brésil, il y a de grands points communs. Déjà l'apparence. Ouais. Des Brésiliens, des fois, je les vois, je me dis, mais en fait, eux, ils sont pas brésiliens, c'est des menteurs. Et il me dit qu'il s'appelle Julio, mais en fait, lui, il s'appelle Ahmed ou Bader, lui, il s'appelle pas Pablo, tu vois. Ouais. Une grosse ressemblance physique. Hmm. Mais sinon, en fait, on a un peu la même mentalité, en vrai de vrai, tu vois. La mentalité brésilienne et marocaine, elle se ressemble quand même. Il y a juste la religion qui est différente, mais sinon, la mentalité en elle-même, elle se rapproche pas mal. Et sinon, c'est ouais, l'hospitalité, le bon vivre, tu vois. Ça qui se ressemble. T'es d'où au Maroc, toi? Moi, je viens de Tanger et Agadir. Ok. Ouais, donc sur les côtes aussi. Et les stages que je fais au Maroc, c'est à Agadir. Ok. Si jamais il y a des gars qui regardent le podcast qui veulent partir en stage avec moi, envoyez-moi un message sur Instagram. Allez, allez, je mettrai tout en description. Vas-y, merci beaucoup. Et ouais, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. J'ai vu qu'il y avait une ville aussi au Maroc qui s'appelait... ah, Et putain, ça verra? ouais, 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 bah il y a celle-là et c'est plus au sud, je crois que c'est en dessous des Essaouira, c'est Tagazout, non? Je sais pas. C'est pas ça? Tarazout. Mais c'est Ouais. ça, Agadir, ouais. Tarazout, mais c'est là où j'ai fait mon stage, en fait. Ah, c'est là où t'as fait ton C'est, stage? ouais, c'est Tarazout, c'est là où en fait, c'est l'endroit où il y a le surf, en gros. C'est ça, Euh, il y a beaucoup de à surf là-bas. Agadir. Et c'est là où moi j'ai fait mon stage, c'est à Tarazout. C'est magnifique là-bas. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est vraiment magnifique. Et la plage, elle est magnifique. Les vagues, elles sont magnifiques. Il y a tout qui est magnifique. La graille, la bouffe, elle est magnifique. Les gens, ils sont magnifiques. Tout est magnifique. Tu vas pas être objectif, mais du coup, si je te demande si les Marocains ils sont chauds au JJB et tout ça, comment ça se développe le JJB là-bas? Mais en fait, malheureusement, il n'y a pas assez de clubs. Donc les gens, mais il y a des gars super chauds, hein. Quand je m'entraîne à Majmou, il y a une ceinture bleue, il s'appelle Mohamed, il était très très fort. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup de partenaires. Hmm. Au Maroc, ils sont très très forts au sport de combat. C'est dans la culture.
en boxe, etc. Il y a que des comme Badr Hari, Ilyes Boulay. Tu vois, Ouais. il y a plein de gens qui sont sortis dans les sports de combat. Mais en fait, en jiu brésilien, ça commence. Tu vois, au Maroc, il commence à y avoir des clubs à Marrakech, à Tanger, etc. Donc ça commence doucement, les gens ils commencent trop à progresser. Mais au jiu brésilien, c'est simple. Pour pouvoir progresser, il faut bien s'entraîner, beaucoup s'entraîner. Donc là, en ce moment, le niveau il est faible au Maroc parce qu'il n'y a pas encore la possibilité de s'entraîner avec beaucoup de partenaires souvent. Mais c'est en évolution, c'est en pleine projet en cours. Ok. Et tu participes à ça, donc ça fait Et plaisir. j'essaie de participer à ça. C'est bien. Bah, merci beaucoup, Elias, en tout cas, pour cette conversation. Ah, franchement, merci à toi, ça m'a fait plaisir, franchement. J'espère que j'ai pu te donner quelques petites. Comment le monde Bah oui, oui, à quoi le oui. monde du jiu ressemble. Ben oui, 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 bien sûr. Et puis, en fait, tu vois, c'est ça le truc, c'est que moi, je bouge pas mal et tout pour... parce que Mhm. je peux pousser d'où je veux, donc je bouge pas mal. Et là, je fais de la boxe, tu vois, je vais beaucoup en Thaïlande. Mais Tu fais je me du dis, judo vas-y, un brésilien. jour. Tu m'as dit que tu faisais du judo. Mais en Je Thaïlande, il y a sais. beaucoup de clubs de judo brésilien aussi. Comment ça se Ouais, fait? je sais, je sais, je sais. Ça tourne bien aussi en... Il n'y a pas que la boxe thaï en Thaïlande. Mais j'aimerais bien, tu Hmm. vois, peut-être partir en Amérique du Sud, le Brésil, pourquoi pas. En plus, eu falo português um pouco. Ah, eu falo português também. Eu aprendi o português lá. Donc, tu vois, je me dis, c'est pour ça, là, ça peut être intéressant, même pour les personnes qui regardent, enfin, qui écoutent cette conversation, tu vois. Mhm. Bah, d'avoir les références de clubs pour aller au Brésil, Ouais, etc. ouais, ouais. Franchement, honnêtement, le Brésil, surtout si tu parles un peu portugais, c'est vraiment une destination à faire. Moi, normalement, cette année, tout le mois de mai, je devrais être au Brésil. Si jamais tu veux passer, tu me Hmm. dis. Bah, Ça va ça être fait plaisir. Tu te mets dans quel coin, toi, du coup, quand tu vas au Brésil, à Rio? C'est quoi le quartier où tu te... Copacabana. En Copacabana? vrai de vrai, si vous allez à Rio, il faut choisir un logement entre Copacabana, Ipanema. C'est les deux endroits où c'est le mieux pour loger. T'es en face de la plage, bord de mer, etc. Donc voilà. Moi, à chaque fois que j'étais au Brésil, c'était Copacabana. Ok, super. Bon, bah, merci, Elias. Comment on peut rediriger les personnes qui écoutent encore vers ce que tu fais? Bah, très simple, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, maintenant même Twitch, c'est partout le même pseudo, c'est ILSBJ, ILIASBJJ. Très Impeccable. simple, Bah, je mets tout sur en tous les réseaux. description, comme je t'ai dit. Et Super, puis, bah, merci merci à beaucoup. toi. Merci et à la prochaine.